Salut à ceux qui ont regardé cette vidéo. Donc moi je suis Hugo du site web Time Booster. Donc l'idée c'est que je cherche à vous donner les meilleurs conseils d'organisation pour maîtriser votre temps et pouvoir en profiter pleinement. Et aujourd'hui je suis super content d'être avec Egon Liberge. Voilà, donc comment ça va Egon? On a un petit peu parlé en préambule, mais du coup voilà, comment tu te sens actuellement? Salut Hugo. Écoute, merci pour l'interview, c'est un plaisir. Je me sens super bien. Je viens de finir une séance de sport, tu vois, donc je me sens Ah ouais. la pêche. Alors quel sport par contre? Parce que tu fais tellement de sports différents de ce que j'ai vu dans, dans tes vidéos que Ouais, voilà, c'était une petite session à l'arrache. Il me restait 1 heure avant notre interview, donc j'ai tapé littéralement un body weight workout, un truc de 30 minutes, juste histoire de break the sweat, comme ils disent en anglais, tu vois. Je suis un petit coup. ouais, 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 c'est vrai que ça aide vraiment à se détendre. Moi aussi, le sport, c'est un peu une de mes drogues. Je suis d'accord. Mhm. Bah, écoute, je t'ai préparé au programme donc des questions forcément sur l'organisation et la gestion du temps. Je préfère qu'on parle de voyage, de business aussi, d'activité professionnelle, de méthode, de mindset aussi, et l'organisation, et aussi certains de tes outils dont tu as parlé dans certaines de tes vidéos. J'aimerais bien qu'on approfondisse le keeping score, le recueil d'idées, le journaling aussi. Voilà, c'est des Mhm. choses qui peuvent être vraiment très intéressantes pour d'autres personnes qui sont en création de contenu ou pas d'ailleurs. Et avant ça, je t'ai dressé un petit portrait que je vais te lire par rapport à tout ce que je sais sur toi en tant que parapote, référence à la vidéo de Cyrus North. Ok, ok. Euh, Ah, quelle vidéo? De quoi? c'est une vidéo de Cyrus North. Je sais pas si tu connais ce Ouais. créateur. C'est un mec qui faisait des vidéos de philosophie et puis là un peu des sur le développement personnel. Il a fait une vidéo vachement intéressante sur le lien en fait entre un créateur de contenu et son audience, qui fait que moi actuellement j'ai plus l'impression, enfin j'ai l'impression de te connaître, tu vois, de par les heures de contenu que j'ai consommé de toi, alors que toi foncièrement bah tu me connais pas, tu vois, tu sais pas comment je suis. Donc c'est cette différence là, tu vois, c'est comme ça que, enfin, le terme en tout cas qu'il utilise, c'est parapote. Alors, je t'enverrai le lien de la vidéo à la fin, si ça te dit. Avec plaisir. Euh, alors, est-ce que tu connais la chanson L'Aventurier du groupe Indochine? Bah, le type de la chanson, contrairement à ce qu'on entend, il s'appelle pas Bob Moran, mais bien Egon Liberge. Alors, pourquoi ça? C'est d'abord parce que c'est un aventurier au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'après son IUT, il part en Australie avec deux, trois sous en poche et une idée en tête, parcourir le désert en moto. Après, il s'expatrie en Slovaquie et il fait all-in sur la création de contenu et de formation en mode ermite chez sa grand-mère. Et un autre exemple de ça, il accepte un job à Lisbonne et finalement, il se retrouve quelques temps après à vivre avec 300 euros par mois et une cadence de forcené. Egon, c'est aussi un aventurier du business. Il a été, notamment entre autres, et là j'ai vraiment besoin d'avoir la liste, youtubeur bien sûr, infopreneur, freelance copywriter en stratégie, en création de contenu, customer success, serveur et plongeur, monteur vidéo, boucher de nuit, déménageur de villa et même acteur dans un film. D'après ton profil LinkedIn, c'est grâce à ta moustache et ton accent anglais, enfin ton anglais avec un accent franchouillard. Egon, c'est aussi un aventurier de la création. Donc aujourd'hui, sa chaîne YouTube, elle existe depuis 2015. Donc c'est bientôt l'anniversaire des 8 ans de ta chaîne YouTube. Tu as fait près de 664 vidéos, plus de 330 000 vues. C'est énorme et c'est aussi bien des vlogs, des tutos, des vidéos inspirantes ou juste des vidéos ovni, un peu inclassables, je dirais. C'est aussi un podcast, Entrepreneur Authentique, avec 33 épisodes pour découvrir le réel du quotidien d'un entrepreneur. C'est aussi un nouveau podcast que tu lances, Trace ta route, pour aborder des outils et des habitudes pour être à la fois efficace dans le pro et serein dans le perso. Et enfin, Egon, c'est un aventurier de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, il partage ses visions sans filtre. Il se livre sur ses joies, ses démons, ses réussites, ses échecs, ses objectifs, ses doutes aussi. Il est curieux, il expérimente, il nous partage ses pépites, que ce soit aussi bien au travers de la danse, le jujutsu, l'escalade, la méditation, l'exposition au froid, la liste est longue encore une fois. Alors avec tout ça, on se demande comment fait-il, comment arrive-t-il à gérer son temps avec toutes ces activités, comment est son quotidien avec autant de casquettes différentes, comment fait-il pour être aussi persévérant et passer aussi massivement à l'action, peu importe in fine les résultats qu'il a. En bref, comment s'organise un vrai aventurier. Voilà, c'était mon petit portrait de ta part.
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai été à peu près accurate? Il n'y a rien dans ce que tu as dit qui est inaccurate et franchement, tu mérites un sacré applaudissement que je vais pas faire parce que ma grand-mère dort, mais c'est super. Ça met beaucoup en valeur en tout cas et je te remercie vraiment parce que ça sent que tu as fait tes recherches. Franchement, chapeau. Tu m'as sorti t'as sorti des datas que moi-même, tu vois, quand tu as dit 330 000 vues sur YouTube, le nombre de vidéos aussi, j'avoue que c'est des choses que j'ai pas regardées depuis un petit moment. Donc, Bah ouais, au bout d'un moment, en fait, tu fais plus attention à ce genre de choses, quoi. C'est sûr, quoi. Même je suis sûr que tu te souvenais pas de ce que tu avais marqué sur LinkedIn, acteur de film, grâce à ma moustache et à mon accent français. mais Ça m'a fait rire. Mais j'ai pas entendu l'anecdote, enfin, l'anecdote liée à ça, quoi. t'as trouvé ça où, quelle section? Ah, sur ton compte LinkedIn, gros. Quand t'as mis année sabbatique, t'as mis bah, la ribambelle Ah, ah. de métier que t'as fait et t'as mis ça, ouais, c'est un des tout derniers trucs. Bah c'est un peu le piège de. C'est vrai que comme tu disais, depuis 2015, j'ai l'impression d'avoir tellement utilisé en fait Internet comme un journal intime que tu sais même plus en fait les trucs Mhm. que tu dévoiles sur toi, tu vois, pour le meilleur et pour le pire quelque part, parce que je pense que d'un côté, j'ai eu pas mal de retours comme quoi ça inspirait pas mal de gens, cette espèce de transparence. Et d'un autre côté, si jamais tu as un serial killer qui se met en tête de vouloir venir te flinguer, tu vois, il te trouve en 2 C'est secondes. ça, il connaît tout, il regroupe les datas, trouve Ouais. la place de ta grand-mère et tout. Exact, exact. Ouais. Mais non, encore merci, c'est vraiment, vraiment très, 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 très poussé et franchement, chapeau. Tu peux te reconvertir en copywriter de bio pour les entrepreneurs si Allez, un jour ça te tente. nouveau business, nouvelle niche. Bon, bah, top. Bah, écoute, au programme, déjà pour, on va dire, poser le contexte, j'aimerais un peu savoir, si je te dis bah, organisation, gestion du temps, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est marrant que tu me poses la question parce que j'écrivais justement un article dessus aujourd'hui, j'ai un post en tout cas. Et pour moi, tout ce qui est organisation et gestion du temps, la, la, la question sous-jacente à ça, en fait, c'est vraiment la question de l'énergie, en fait. C'est-à-dire la Mmh. gestion du temps, les tâches que tu dois faire, etc. Il y a un entrepreneur qui s'appelle Scott Adams qui en parle, qui dit que tu peux organiser de la meilleure manière que tu peux, mais la ressource la plus précieuse, c'est pas le temps, mais c'est l'énergie, en fait. C'est chaque jour, en fait, tu as une quantité d'énergie à ta Mmh. disposition. Et il faut être vraiment très très intelligent dans la manière dont tu l'utilises en fait et dont tu la canalises, tu vois. Donc Mmh. évidemment, tu veux toujours prioriser, c'est-à-dire, je sais pas, peu importe ton objectif actuellement, tu veux toujours prioriser tes tâches et faire les tâches qui. D'ailleurs, je regardais une de tes vidéos où tu parlais de se fixer des objectifs en termes d'habitude. Je suis très très, je suis, enfin, je pourrais pas être plus d'accord avec ça. Vraiment se fixer des habitudes pour atteindre tes objectifs, mais Mmh. surtout être conscient de quel type d'énergie ça va te prendre en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu as des tâches, par exemple, si aujourd'hui tu veux développer ton business et que tu veux, je sais pas moi, développer ton audience pour faire ça, tu veux créer Mmh. un contenu par jour, ça va te demander une énergie particulièrement intellectuelle, tu vois, et créative, c'est-à-dire vraiment une grosse dose d'énergie cognitive quelque part, tu vois. Donc, Mmh. pour moi, le plus gros challenge aujourd'hui, à mon sens, c'est que la majorité des gens, en tout cas avec qui j'ai discuté, qui ont un petit peu du mal à s'organiser ou du mal à avancer, c'est qu'en fait, bien souvent, il y a un mismatch entre les tâches qu'ils se donnent ou qu'ils savent qu'ils doivent faire et Ouais. l'énergie à à leur disposition au moment où ils essaient de la faire, en fait, tu vois. Mmh. Donc, il y a vraiment une alchimie très, très particulière entre savoir manager son temps, parce que ça, c'est une compétence, tu vois. Savoir manager Mmh. son temps, savoir quelles sont les tâches qui sont importantes à faire pour moi, mais aussi savoir de quel type d'énergie, de quel type d'énergie j'ai besoin pour accomplir ces tâches-là, tu Mmh. vois. Ouais, Euh, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est même en énergie physique, énergie mentale, et comme tu dis, toutes les tâches se valent pas, quoi. Entre une tâche à faible valeur ajoutée répétitive, mais que tu dois faire parce que voilà, faut bien la faire, et une tâche voilà de rédaction, par exemple, de mail. C'est sûr qu'on est sur deux catégories différentes. hmm. Et justement, alors du coup ça, du coup t'as développé une vision hein, au fil du temps. Et justement, comment est-ce qu'elle a évolué cette vision, c'est-à-dire de ton enfance limite, tu vois, quand tu étais en primaire à maintenant, tu vois, par exemple déjà quand tu étais à l'école, tu vois, tu étais le premier de la classe à faire tes devoirs toujours au, toujours avec la deadline requis, tu fais ton dessin, tac tac tac, c'est bon, la maîtresse est contente ou voilà, est-ce que c'était différent, comment ça a évolué en fait?
Non, ouais, bonne question. Alors, absolument pas. Je pourrais pas dire que j'étais organisé quand j'étais petit. Les devoirs, j'étais pas le mec qui faisait les devoirs le vendredi soir, tu vois. Vraiment pas. Euh, Par contre, j'ai eu la chance très tôt, et je pense que ça m'a aidé par la suite, Mm. de d'être d'avoir des routines en fait de sport notamment. J'ai commencé le karaté très tôt à 9 ans et c'était quand j'allais au karaté, c'était par semaine, c'était une fréquence de 3 à 5 fois par semaine si tu veux. Donc en fait Ah, c'est très pas peu mal, ouais. ouais, c'était pas mal. Et donc en fait très petit dans ma journée, c'est comme si ma semaine était cadrée par ça, si tu veux. C'est-à-dire que je savais que dans ma semaine, OK, j'ai ce point de référence qui, je le sais, peu importe ce que je fais en rentrant de Mm. l'école, les jeux vidéo auxquels je veux jouer ou quoi, à 19h15, il faut que je sois sur le tatami, tu vois. Et donc, et j'ai l'impression que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé parce que ça m'a appris, si tu veux, quelque part, à construire mes journées à partir d'un point de référence et qui, en plus de ça, et ça, c'est vraiment la bénédiction, j'ai envie de dire, quelque part, s'avérait être le sport, c'est-à-dire l'activité physique, tu vois. Mm. Et ça, je l'ai vraiment retrouvé ensuite par la suite, que ce soit quand j'ai déménagé à Agen pour faire mes études, quand j'ai déménagé en Australie aussi. J'ai toujours utilisé en fait ce créneau de 1h30, 2 heures de sport comme une espèce de pilier central de mes journées, tu vois. Et à partir de ça, en fait, je construisais. C'est-à-dire que j'ai remarqué à un moment donné que après le sport, je me sentais particulièrement vif, tu vois, et clair d'esprit. Donc à Lisbonne, par exemple, quand j'avais très très peu de temps pour bosser sur mon business, je me suis dit, OK, cette heure de sport, je vais la mettre au tout début de la journée, parce qu'au début de la journée, c'est le Mm. moment où j'ai ma meilleure énergie créative. Je fais mon sport, je sors du sport, et là, j'ai encore tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir créer une vidéo ou un mail. Et ensuite, je peux passer 9 heures à bosser pour une autre entreprise, où là, je peux me mettre un peu en mode zombie, tu vois. Donc, Mm. je dirais que c'est comme ça que ça s'est construit pour moi, que ça a commencé en tout cas, tu vois, et jusqu'à ce jour. Ouais, en fait, tu as transféré un peu comme tu dis, ce point d'ancrage et la discipline que tu avais par rapport au sport sur des autres domaines petit à petit, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et c'est une mécanique c'est une mécanique ensuite que tu peux tout à fait transférer. Comme tu parles de transfert, c'est un peu un transfert de connaissances et là presque un transfert d'habitude. C'est que quand tu as l'habitude de faire du sport régulièrement, après, quand tu choisis de prendre une nouvelle habitude qui est, je sais pas moi, écrire tous les matins ou alors Mm. prospecter un ou deux clients tous les matins ou quoi, c'est beaucoup plus facile en fait parce que tu as Mm. déjà cette espèce de muscle qui est installé et qui est opérationnel. Ouais, ouais, je suis totalement aligné. C'est vrai que t'as, dans ta volonté, on va dire, pour créer une nouvelle habitude, comme tu dis, par exemple, ouais, faire du sport si t'en fais pas, c'est vrai que tu vas avoir ta volonté, on va dire, fixe, qui est un petit peu transverse et qui s'alimente de toutes les bonnes habitudes que tu as et qui t'apportent du positif dans ton quotidien. Plus cette volonté un peu variable, je dirais, en fonction des sujets. Moi, mon grand dame, par exemple, c'est que j'arrive pas à me coucher tôt. Vraiment, ça me fait chier d'aller au lit. Et c'est super dur, en vrai, pour moi, d'avoir une bonne routine de sommeil à ce niveau-là. Là où il y a d'autres routines, comme le sport, moi aussi, tu vois, où clairement, c'est plus facile, surtout les sports cardio, où j'ai des facilités, etc. Et ouais, effectivement, c'est soit tu peux jouer sur ce côté variable de manière plus ciblé, ouais, comme un sniper. Soit tu peux aussi penser à faire monter cette volonté fixe, quoi, qui te suit partout dans ta vie finalement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, complètement. Et puis, c'est toujours c'est ce principe de ce qu'ils appellent ego depletion, c'est-à-dire la baisse de volonté au fur et à mesure de la journée. Tu as littéralement ta batterie de volonté qui descend, en fait, au fur et à mesure que tu brûles tes points de volonté et d'énergie. Et c'est vrai qu'on peut remarquer ça, et tu le dis, et moi aussi, c'est un de mes soucis, ou en tout cas un des trucs sur lesquels je travaille aussi, me coucher par exemple à 22 heures, tu vois, parce que j'ai besoin de Mhm. ces 8 heures de sommeil. Et c'est là que personnellement, en tout cas, je peux plus avoir recours, en fait, tu peux plus avoir recours à la discipline à partir de 20 heures, tu vois, parce que tu as fait tout le boulot, tu as juste envie de Mhm. manger du chocolat, de regarder des vidéos, de tout lâcher, tu vois. Ouais, Et c'est là que, à mon sens, en tout cas, ce que moi j'utilise, c'est vraiment des outils sur mon environnement, c'est-à-dire, tu vois, j'accroche des trucs sur les murs, ou alors, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais moi j'ai switché toute mon organisation sur un journal papier. Et dans Mhm. ce journal, en fait, j'ai ma journée. Et à la fin de la journée, j'ai toujours une case à cocher. Couche-toi à Mhm. 22 heures, tu vois, et éteins le PC, en fait. Certaines fois, ça marche, certaines fois, ça marche pas. Mais l'idée, Mhm. c'est, voilà, arriver à combiner quand tu peux plus faire appel à ta discipline et à ta motivation Mhm. et à cette force-là, trouver des hacks dans ton environnement, en fait. Ouais, ouais, Ouais. quitte à se mettre soi-même des obstacles parfois pour pas céder à des choses. Non, ouais, Mhm. je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok, top, top, c'est super clair. Et du coup, donc autant
Tu le dis toi-même, quand tu étais enfant, tu te considérais pas forcément comme voilà, super organisé, structuré, etc. Et aujourd'hui, est-ce que sur une échelle de 1 à 10 par exemple, où est-ce que tu penses que tu te situerais selon ta vision du coup de l'organisation? Et de en 10 étant voilà le niveau parfait que tu atteindras plus ou moins jamais, tu vois. Mais Mhm. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 9. ah, pas mal, pas mal. Ouais, Sincèrement, là, t'es proche des nuages là. je suis un peu obsédé par ça en fait. Ok. Et pour tout te dire, un gros travail pour moi cette année, ça a justement Mmh. été d'apprendre à lâcher prise de ça. C'est-à-dire que Mmh. cette obsession pour l'organisation, Mmh. l'optimisation, euh, c'est bien c'est bien dans certains contextes, on va dire. Tu vois, quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'être organisé. Quand tu gères un portefeuille de clients, tu as besoin d'être organisé, tu as besoin d'être à l'heure, tu as besoin de préparer tes calls, etc. Mmh. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que bah, naturellement, t'es pas juste entrepreneur, t'es pas juste freelance ou ce que tu veux, tu es aussi un humain et tu as aussi d'autres aspects de ta vie. Et, et, et cette dimension, cette obsession peut aussi être néfaste, en fait, notamment Mmh. avec ta famille ou avec tes amis ou quoi. Tu vois, je me retrouvais à envoyer à la limite des liens Zoom à mes potes pour s'appeler, tu vois. Et s'ils se pointaient Mmh. pas au bout de 5 minutes, je disais, bon, bah mec, on se cale d'ici 2 semaines, tu vois. Ah, c'est ça, jeudi en 2. Exactement. Heu, Donc, donc ouais, une grosse partie de mon travail cette année, ça a été de réduire ce côté-là, en fait. Mais non, je pense que c'est une de mes forces. Ça c'est pour sûr. mmh. C'est une de mes forces. Ouais, non, mais je comprends et bon, de par la thématique, ma chaîne et mon site web, c'est un peu pareil. Et c'est vrai que parfois, tu as tendance à réfléchir à comment optimiser ton temps, en fait, au maximum, rendre ton temps productif et en fait, ça t'éloigne du moment présent, Mm. mais qui est super important aussi à garder en mémoire et bah, le fait, ne serait-ce que de, voilà, mettre un petit jeu coche, voilà, je me suis couché à la bonne heure sur un journal, bah, en fait, ça te fait prendre conscience, en fait. Tu vois, quand tu fais ça, tu pas en train d'essayer d'évaluer tes choses et tout, tu sais, tu te rends compte en fait de ce qui se passe et ça, c'est Ouais, super ouais, important, ouais, carrément. complètement. Alors écoute, je te propose d'aborder, une thématique qui, je pense est chère à ton cœur, c'est le voyage. On sait bien qu'avec le voyage, bah, forcément tu changes, de culture, d'environnement, donc certaines routines où justement tu as mis en place des choses et tout ça, beh, elles peuvent partir à volo, un peu comme ça. Déjà, je voulais savoir un peu, bah, quand tu voyages, voilà, quand tu décides d'aller en Australie, à Lisbonne et cetera, heu, qu'est-ce que tu fais en amont? Comment tu t'organises, en fait? Et une fois sur place, heu, comment est-ce que, tes habitudes, en fait, tout ce que tu as mis en place, ça résiste ou pas à ce changement? Mhm. Mm. C'est une bonne question. Je pense que il faut peut-être que je clarifie un point, c'est-à-dire que quand je suis parti en Australie, enfin, le voyage en Australie et le voyage à Mmh. Lisbonne, c'était vraiment deux contextes différents. Mmh. Et par-dessus ça, c'était pas du tout le voyage pour le fun, en fait, tu vois. C'est-à-dire que je suis arrivé en Australie, pour moi, c'était vraiment euh, explorer, trouver des jobs, apprendre l'anglais, etc. Mmh. Lisbonne, c'était plus parce que j'avais trouvé un job et en fait, j'allais là-bas tout simplement parce que je Mmh. déménageais et j'allais vivre là-bas pour travailler, tu Ouais, vois. c'est une Donc, conséquence, en fait, d'avoir trouvé un job, mais c'était pas, la raison en soi, quoi. ouais. En Australie, donc j'étais plus jeune. Lisbonne, c'était en 2018. L'Australie, c'était en 2016. J'avais pas vraiment de, j'avais pas vraiment de, comment dire. Si j'ai toujours gardé la routine de sport, ça a toujours été Mmh. une condition sine qua non pour moi. Donc, à nouveau, ce pilier, cette Mmh. base, tu vois. C'est-à-dire, peu importe le pays dans lequel je suis, je sais que 3 ou 4 fois par semaine, il faut que je fasse le sport, tu vois. Le créneau, le temps, le matin, Mmh. le soir ou quoi, tout ça, ça change en fonction de la discipline aussi. Mais ça a toujours été là. Mmh. Et ensuite, très sincèrement, je me suis toujours organisé de manière très fonctionnelle par rapport à quels sont mes objectifs. Je te donne un exemple. Quand je suis Mmh. arrivé en Australie, mon premier objectif, très rapidement, ça n'a pas été de me faire des potes ou de rencontrer des gens ou quoi, tu vois, très rapidement, ça a Mmh. été de trouver un job. Mais ça, dès le jour 2, en fait. Et à partir du moment où j'ai ça en tête, c'est-à-dire que je sais que, OK, mon objectif, c'est de trouver un job, Mmh. immédiatement, dans ma tête, il y a ce mécanisme qui se met en place. OK, c'est quoi le plan d'action et c'est quoi l'habitude que je dois mettre en place pour arriver à cet objectif. Et à partir de Mmh. ce moment-là, j'ai des œillères et j'organise mes journées que autour de ça, si tu veux. Donc, Mmh. jour 3 en Australie, ma journée, elle ressemble à sport à 17h,
Mmh. et imprimer les CV et aller démarcher 10 restaurants le matin. En dehors de ça, c'est chaotique, tu vois. En dehors de ça, je planifie plus. Ouais. Genre, s'il y a quelqu'un qui veut boire un café, pourquoi pas ou quoi, mais l'important, c'est que de manière très fonctionnelle, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la journée, tu vois. Mmh. Ouais, peu Deuxi- importe si tu as des réponses positives ou négatives, au final, tu as distribué tes 10 CV, donc tu as, voilà, t'as fait ce qu'il fallait dans la journée, quoi. Ouais, exactement, exactement. Bah, c'est ce que, enfin, tu dois sans doute avoir lu ça, mais c'est ce qu'ils appellent input versus outcome, c'est-à-dire se concentrer sur, enfin, définir tes objectifs ou en tout cas te focaliser sur les actions que toi tu maîtrises Mmh. versus celles que tu maîtrises pas. Donc, démarcher versus avoir des réponses positives. J'ai pas le contrôle si le mec il va m'appeler ou non pour me Mmh. prendre dans son bar. Par contre, j'ai le contrôle de lui donner le CV et d'essayer de faire la meilleure impression possible, tu vois. C'est ça. Et à Mm. la fois, le résultat, tu vois, combien de réponses positives tu vas avoir, c'est par contre un métrique, un indicateur intéressant que tu peux prendre en compte. Parce que du coup, si au bout de 2 semaines, par exemple, tu te rends compte que tu as que des réponses négatives, même s'il peut y avoir 10 000 raisons, tu peux te dire que tu as un échantillon suffisamment représentatif pour que tu puisses identifier que dans ton process, il y a quelque chose qui merde, quoi. Alors, soit tu en prends conscience, soit tu sais pas et tu dois demander à quelqu'un de juger un petit peu et de tester. Soit tu peux t'inspirer d'autres techniques. Tu dis, ah ouais, le mec fait différent de moi. Mais ouais, je suis d'accord. Le fait de trop se focaliser sur ça, par exemple, ouais, de se dire, faut que je trouve un job en une semaine. Mhm. Euh, Peut-être qu'il y en a pour qui ça va marcher, je sais pas, je me dis. Mais comme tu dis, le fait que tu contrôles pas vraiment tout, ben, ça peut apporter beaucoup de frustration en fait. Mhm. Ouais, il y en a pour qui ça peut marcher, et il y en a pour qui ça peut marcher, mais personne. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, de me fixer des objectifs comme ça. Des fois, ça va fonctionner, des fois, ça va pas fonctionner. Comme Et au bout lequel, du, par exemple? comme, comme, bah, par exemple, quand plusieurs fois, ça m'est arrivé, tu vois, quand je lançais un programme de coaching bon, après Lisbonne, pour le coup, je me suis dit, voilà, ce mois-ci, je veux signer tant de clients, tu vois. Mmh, Et je les signais pas, tu vois. Je les signais pas. mmh, Et j'observais, parce que c'est vraiment ça dont il faut se rendre compte, c'est que la manière dont tu te fixes les objectifs et dont tu fais quelque part, tu t'évalues par rapport à ces objectifs, va mmh, avoir un impact énorme sur ta psychologie derrière. C'est-à-dire que si tu te fixes des objectifs quasiment inatteignables, le, 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 le coût qu'il va y avoir sur l'histoire que tu te racontes à toi-même, du style, putain, bah, mmh, j'ai pas atteint le truc, en fait, tu vois. Il est énorme. Alors que si ton objectif, c'est contacter 2 personnes par jour et que mmh, pendant 2 semaines, tu contactes 2 personnes par jour, chaque jour, tu as gagné, en fait. Tu vois. mmh, Donc, fixer des objectifs, c'est pas juste fonctionnel, c'est aussi se programmer mentalement, en fait. Tu vois. mmh. Ah ouais, ouais, je suis 100% aligné. Je suis 100% aligné sur ça. Et, et on va dire, est-ce que tu as, durant tes voyages, du coup, ou tes voyages, euh, ben, changé ton organisation? Par exemple, je sais pas, ben, moi j'ai été du coup au Brésil il y a pas longtemps, et là-bas, en termes de ponctualité, par exemple, tu vois, c'est pas ça. Tu vois, les gens, bon, ils se laissent vivre et tout, machin. Ah, on fait ça, non, on fait ça plutôt. Et du coup, est-ce que tu as des éléments, des cultures dans lesquelles tu as, voilà, t'as évolué, que tu as un petit peu intégré, ou ça peut même être sur une de tes habitudes de sport? Je sais pas, peut-être que quand tu étais au Portugal, tu t'es mis un sport en particulier que tu as gardé. Enfin, voilà. Comment ça t'a enrichi en fait dans ton organisation, dans tes habitudes, etc. Que tu- Si je comprends bien ta question, c'est comment est-ce que, en fonction des pays dans lesquels j'ai voyagé, quelle influence ça a eu sur mon organisation? Ouais, voilà, c'est ça. Hmm. Hmm. Pas énormément, en tout cas, j'ai pas l'impression. Mm. Forcément, à un certain degré, ça a dû avoir une influence. J'ai une anecdote un peu drôle, mais au Portugal, par exemple, bah, si Ouais. tu vis au Brésil, c'est quasiment la même culture. Mm. Voilà, quand tu commandes un expresso, t'attends 5 minutes, tu vois. Et c'est vrai que et c'est vrai que ça te force en fait à travailler aussi cette patience qui est aussi une énorme qualité, tu vois. Savoir être patient, savoir à nouveau te détacher en fait de ce que tu contrôles pas. Tu contrôles pas si elle va aller Mm. vite ou pas vite, tu vois. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton état intérieur, tu vois. Et je Mm. me souviens d'une fois, une fois, ma mère était venue me rendre visite à Lisbonne. Et Ouais. ma mère, elle a aussi ce tempérament. Si elle me regarde, elle va vouloir me mettre une tarte. Mais elle a ce tempérament très, très impatiente, tu vois.
Et Ouais. je l'attendais à l'aéroport et juste à l'entrée de l'aéroport où les gens sortent du SAS, il y avait Mmh. un café. Et je me suis dit, bah tiens, on va prendre un café. Tu vois, surtout qu'à Lisbonne, au Portugal, ils sont connus pour avoir du bon café. Les pastel de nata aussi, je sais pas si tu connais cette Oui, pâtisserie. pastel, oui, oui, oui. Ouais, Ouais, bien sûr. voilà. Et je voulais lui faire goûter ça. Et donc, elle arrive et tout. Et puis, on se met dans la queue. Et là, je tilte. Tu dis, attends, il faut que je la prévienne parce que sinon, elle va péter un câble, en fait. Tu vois, c'est le service au Portugal, ça n'a rien à voir avec Ouais. la promptitude française ou en tout cas la Mmh. rapidité française. Et je dis, par contre, euh, prépare-toi à quand on prend un café, tu vas devoir travailler ta patience, tu vois. Et vois-le vraiment comme un jeu, tu vois, parce qu'on va vraiment attendre 10 minutes pour un expresso et tout. Donc le Portugal a eu cet effet-là. En Mmh. Australie, pas vraiment, parce que en Australie, il y a cette culture très anglo-saxonne, presque américaine au niveau du travail, tu vois. Et c'est vrai que j'ai passé énormément de temps en Australie à bosser, à le plonge, serveur, etc. Donc Mmh. voilà, il fallait être à l'heure, il fallait aller vite. C'était ce hustle un peu. Mmh. Euh, ouais, grosso modo, ouais. Mais en tout cas, j'ai pas consciemment laissé les cultures imprégner, si tu veux, mon cocon, parce que j'ai Mmh. vraiment besoin d'avoir mon horloge interne quelque part, tu vois, Mmh. pour m'assurer que peu importe l'environnement, en fait, j'aurai cette stabilité. Sinon, j'ai l'impression de perdre pied quelque part. Mmh. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. C'est important de savoir suivre son rythme, mais enfin, je te dis ça parce que moi, c'est vrai qu'au Brésil, tu vois, je me suis surpris à parfois, du coup, être plus, parfois, contemplatif, tu vois. Genre, je me baladais dans la rue et alors, c'est parce que tu es aussi dans un endroit que tu connais moins, tu vois, la langue est différente, même les bâtiments, tout ça. Mais du coup, ouais, je me suis surpris à, par exemple, moi, alors j'avoue que c'est pour aussi pas me faire voler mon casque, tu vois, mais à moins marcher tout le temps en écoutant des podcasts, tu vois, tout le temps voulant intégrer l'information comme ça, etc. Mais juste, tu vois, à me balader et à regarder ce qu'il y avait autour de moi, tu vois. Ça, c'est un Hmm. truc, par exemple, que j'ai développé là-bas. Et que du coup, là, tu vois, parfois, bah, même à Paris, là où je suis actuellement, tu vois, j'essaie de le faire parfois, tu vois, ou quand je me rends compte que je marche, tu vois, à 15 km/h, hein, comme la moyenne parisienne, avec mon casque et tout, tu vois, j'essaie de, tu vois, ralentir un peu. Ouais, ouais, je comprends. Et l'environnement joue aussi beaucoup. Je sais pas où tu étais au Brésil, mais j'ai vu quelques images ne serait-ce que de Rio ou quoi. Je sais pas où tu étais exactement, mais C'était Sao Paulo, donc c'est vraiment grande ville et tout. Ouais, ça fourmille, quoi. Ça fourmille de ok. fou, limite plus qu'à Paris, quoi. Mais j'ai aussi vu d'autres endroits où, pour le coup, c'était beaucoup plus chill, tu vois, au bord de la plage et tout ça. Et là, bon voilà, c'est un peu les images qu'on se fait du Brésil et tout dans sa tête. Mais ouais, vas-y, c'est pas que ça, Ouais, forcément. ouais. Ouais, non, ce que je voulais juste dire, c'est ça, c'est que l'environnement joue aussi beaucoup. Ici, en Slovaquie, je suis à 10-15 minutes d'une vue sur les montagnes Mmh. et je sais quelque part l'effet que ça a quand je me mets en face de ce panorama. Donc, quand je sens Mmh. dans mes journées que voilà, je suis dans le jus, tu vois, comme tu dis, tu as les pensées qui sont partout et nulle part à la fois, je me Mmh. dis, bon, là, c'est le moment, tu vois, d'aller voir les montagnes et d'utiliser cet environnement à mon avantage parce que je sais quel effet il va avoir sur moi et comment je vais me sentir là tout de suite, tu vois. Mm. Mmh. Ouais, ouais, je vois tout à fait. J'aimerais qu'on aborde un autre aspect que j'ai évoqué notamment dans ton portrait. C'est l'aspect business, profession. Tu as fait vraiment 10 000 trucs, 10 000 trucs différents. Et du coup, justement, je voulais savoir, notamment, tu vois, sur la gestion de ton organisation, comment en tant que salarié, puis ensuite freelance, créateur de contenu, parfois aussi les plusieurs en même temps, comme c'était le cas à Lisbonne, hein, où tu avais ton emploi du temps le matin full sur la création de contenu, infopreneur, et l'après-midi, job de salarié Customer Success. En fait, quelle différence tu vois, en fait, comment ça rythme ton quotidien, en fait, le fait de te retrouver dans ces différentes postures. Hmm, il y a des différences, ça c'est sûr. Euh, la différence quand tu es salarié, c'est que, bon, hormis les premières semaines ou le premier mois, où Mmh. tu as besoin, si tu veux, malgré tout, de faire tes preuves et de comprendre le cœur Mmh. du job, etc. Assimiler, Voilà, ça va te demander une certaine énergie, mais généralement, au bout de 1 mois, 2 mois, tu peux te mettre en rythme de croisière. Et du coup, ce créneau dans ta journée devient un non négociable quelque part, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu peux pas bouger, mais par contre, à nouveau, en termes d'énergie, tu sais que c'est ce qui va te coûter presque le moins quelque part, tu vois, parce mmh, que tu peux te mettre en autopilote. Donc en fait, à partir de ce moment-là, tu sais que le restant de ta journée, tu peux mmh, vraiment le dédier à autre chose. Moi, j'avais la chance à l'époque donc on faisait des shifts de 8 heures, mais mmh, dans le service dans lequel je travaillais, il y avait besoin de couvrir en fait les appels clients de 7 heures jusqu'à 21 heures, tu vois. Et personne voulait mmh, le shift de midi à 21 heures
Et moi, je me Mhm. suis sauté dessus parce que ça me laissait le matin de libre, tu vois. Mhm. Ouais, où Donc, tu es encore frais, où tu as ta volonté qui est au max, comme tu disais exactement. au début. Ouais. Exactement, exactement. Et à 21h, tu rentres, tu t'effondres dans ton lit et tu dors, tu vois, 8 heures. Donc ça, c'est le salariat. Et j'ai envie de dire, c'est presque le plus facile, en fait. Parce que Mhm. tu ressens tellement, surtout si le job que tu fais n'est pas agréable, tu ressens tellement la douleur de passer ces 8 heures à faire autre chose que ce que Mhm. tu aimerais vraiment, que tu as juste qu'une envie, c'est le matin de bosser, tu vois. Et sincèrement, c'est limite le plus facile, en fait. Euh, Mhm. je pense, en tout cas. À partir du moment où tu passes en freelance, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut savoir quelles sont tes priorités, il faut savoir jongler avec ça, tu vois. Notamment quand tu fais vraiment du pur freelance, tu dois à la fois Mhm. prospecter, mais tu dois à la fois délivrer, tu dois à la fois faire les révisions avec les clients, etc. Donc, il faut vraiment Mhm. savoir jongler en fonction de où tu en es dans le processus, tu vois. Là, par exemple, tu vois, j'ai fini un article avec un client, mais ça m'a demandé plusieurs révisions. Mais en même temps, je peux pas me permettre d'arrêter de prospecter parce que je dois faire de la révision, tu vois. Il faut que Mhm. cette prospection, elle soit constante pour m'assurer, si tu veux, les contrats par la suite. Donc Mhm. là, c'est plus compliqué. Je pense que ce qui est critique pour le freelance, c'est vraiment arriver. Moi, j'aime bien quand c'est simple, tu vois. J'ai besoin que ce soit simple, mes journées soient Mhm. simples. Et en gros, c'est arriver à clarifier. Moi, la question que je me pose, c'est quoi les 2 actions que je dois faire chaque jour, en fait, qui font tourner tout mon Mhm. business. Si j'ai déjà un client, il faut que je le livre. Donc, il faut que j'ai un jour de production où j'écris. Si j'ai pas de Mhm. client, il faut que je prospecte, tu vois. Et si j'ai un client, il faut aussi que je prospecte. Donc, en gros, Mhm. c'est prospecter, délivrer, prospecter, délivrer. Et à partir du moment où j'ai des créneaux dans la journée dédiés à ça, le reste, après, tu peux t'organiser, tu vois, pour faire des trucs un Mhm. petit peu plus, euh, moins urgents, comme, je sais pas, moi, mettre un jour ton site web ou autre chose, quoi. Et après, Mhm. tu peux aller plus loin parce qu'on pourrait dire aussi, bah oui, mais dans ta journée, tu veux minimum 1 heure pour lire, tu veux minimum 1 heure pour faire du sport, etc. Mhm. Ouais, Mais, si j'entends directement, c'est des choses qui peuvent t'aider, on va dire, à délivrer, comme tu dis. Par exemple, j'imagine qu'en tant que freelance copywriter, bah, finalement, les informations que tu ingérais quoi, dans ta journée, même, je sais pas, le trajet que tu faisais pour aller au sport, etc., bah, c'était des entrées justement pour pouvoir avoir une imagination plus fertile et bah, créer plus facilement finalement que si tu étais resté juste toute la journée chez toi à juste bourriner sans cesse. ouais, ouais, complètement. Il faut vraiment arriver le- il faut vraiment arriver à capter sa physiologie, en fait, et même sa chimie corporelle presque. Quand est-ce que j'ai des meilleures idées? Ah tiens, c'est après que je sors du sport, tu vois. Quand est-ce que je peux absolument pas écrire? L'après-midi. Quand est-ce que je fais un call avec un client et qu'au lieu de durer 20 minutes, ça en dure 45 parce que j'arrive pas à poser les bonnes questions. C'est hyper subtil, tu vois, mais il faut arriver à Mmh, capter ces trucs-là parce que ça a un impact énorme en fait sur le long terme. mmh, Donc vraiment arriver à capter sa biologie, ses cycles naturels quelque part. Et quand est-ce que tu es le plus performant pour quel type de tâche en fait. mmh. Ouais, ouais, effectivement, on en revient à ce dont on parlait au début, l'énergie, ouais, effectivement, c'est aussi une métrique qui est très importante, qui même parfois dans des méthodes de priorisation, je pense à la fameuse matrice de Eisenhower, qui, je pense, dès que tu t'intéresses à l'organisation, t'en vois de partout, de cette matrice. Et finalement, ça te fait classer donc une tâche en fonction de l'urgence et de l'importance. Donc, en gros, l'idée, c'est bah, les tâches peu urgentes et pas importantes, tu les délègues. Les tâches importantes mais peu urgentes, tu les planifies en faisant du time blocking. Donc, voilà, ce dont tu pouvais parler, tu en as déjà, tu dis ça, il faut que je le fasse, voilà, peu importe quoi. Et les trucs bah, super importants, super urgents, bah, là, il faut que tu fasses absolument. Mais ce truc-là, en fait, il prend pas du tout en compte ouais, l'effort en fait, que tu as besoin de fournir pour réaliser cette tâche-là et l'énergie que tu as actuellement. Parce que finalement, si tu as un truc qui est bah, certes voilà, important, urgent, tu as mis le créneau dans ton agenda, mais je sais pas, tu t'es malade, tu vois, enfin, tu as la crève et tout ça, bah, finalement, tu es vertué à le faire quand même et tout. Ça fait que tu vas pas forcément bien te reposer. Et comme tu n'auras pas bien fait les choses, parce que tu voilà, étais dans un état second, bah, tu vas devoir t'y reprendre après. Du coup, finalement, tu perds sur les deux tableaux, quoi. Mhm, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est clair. Et justement, alors, plus spécifiquement, parce que c'est quelque chose en fait que c'est la situation à laquelle je suis actuellement en fait, c'est-à-dire j'ai un job de salarié sur de la planification pour EDF en France, tu vois, sur un projet nucléaire. Et à la fois, tu vois, bah, je développe ça, tu vois, donc Time Booster. Et toi, du coup, bah, c'est la situation que tu avais quand tu étais à Lisbonne, tu avais à la fois ce job salarial et cette activité en plus entrepreneuriale.
limite freelance avec la production de vidéos. Et c'est quoi, selon toi, qui est, enfin, comment dire, les avantages et désavantages de cette posture et comment essayer de faire pour en sorte que ça se passe bien? Parce que tu as parlé, il me semble, c'est sur ton interview avec Antoine BM, que en fait, tu avais fini en burn-out, quoi, au bout de quelques mois avec ce rythme-là assez effréné. Donc, genre, tu te lèves super tôt, tu vas à la séance de CrossFit à 6h30, après de 8h à 12h, tu cravaches pour ton contenu, et après, comme tu disais, de midi à 21h, tu y vas, puis après, bah, tu n'as plus qu'une hâte, c'est d'aller voir ton oreiller, lui faire un gros câlin et t'endormir. Donc, comment si tu devais refaire, en fait, te retrouver dans cette situation-là, avec l'âge que tu as vécu, qu'est-ce que tu changerais, en fait, pour que ça se passe le mieux possible? Mmh, déjà, un gros facteur, à mon avis, c'est, toi, tu es en télétravail ou pas? J'ai du télétravail, ouais. La moitié, en gros, la moitié du mois, je peux être en télétravail. OK. Parce que, bon, j'ai fait aussi un peu de télétravail à Lisbonne, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu es en télétravail, tu as quand même plus de flexibilité que si Mmh. tu étais, scotché à un endroit, en fait. Quelque part, tu gagnes déjà le temps de trajet. Bon, on rentre vraiment dans le nitty-gritty, mais tu gagnes le temps de trajet Ouais. et et ouais, tout simplement, tu es chez toi, tu peux te faire à manger, et cetera. Il y a même psychologiquement, il y a une autre, mine de rien, une autre vibe parce que tu sais que tu es chez toi, tu as pas un patron pour te gueuler dessus, Mmh. et cetera. Hem, Moi, comme je l'expliquais dans la vidéo avec Antoine, ce qui m'a manqué à terme, mais j'avais pas vraiment le choix au départ parce que j'avais très, très peu de temps. Ce qui m'a Mmh. manqué à terme, c'est la vie sociale, en fait. C'est vraiment, Mmh. être avec des gens. Mais quelque part, maintenant que c'est c'est pas vraiment ça, parce qu'en soi, la vie sociale, je l'avais aussi au travail. Mais, Mmh. Ouais, il y a tes collègues ou c'est il me semble que c'était dans ce créneau-là aussi où tu faisais, ton podcast, Entrepreneur authentique ouais, aussi? c'est ça. Voilà, il y avait le podcast. J'étais OK, non, je corrige ce que j'allais dire. Mmh. C'est pas la vie sociale, mais c'est juste que l'approche que j'avais, en fait, c'est-à-dire les attentes que j'avais envers moi-même étaient beaucoup Mmh. trop exigeantes. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans ce mindset de: «Je veux atteindre tel montant par mois», tu vois? Mmh. Et je passais, en fait, chaque minute de ma journée, si tu veux, à me flageller parce que je voyais que, bah, j'y suis pas encore, en fait, tu vois? Mmh. Et j'avais vraiment cette sensation de manquer de temps. J'avais cette Mmh. sensation d'être en retard. Je me comparais à plein de gens que je voyais sur internet et je me disais: «Putain, mais Mmh. pourquoi moi j'y suis pas encore?» tu vois? Mmh. Et c'est ça en fait qui me cramait. C'est plutôt le discours, la manière dont je me comportais avec Mmh. moi-même. Le discours interne, ouais. Exactement. Et si aujourd'hui je devais refaire les choses, hem, je sais pas si j'ai parlé récemment, je sais pas si c'est un livre que tu as lu, qui s'appelle The Practicing Mind de Thomas Sterner. J'ai vu justement ta vidéo, podcast à ce sujet. Ouais, Mais ouais. ouais, tu peux vas-y, je t'en prie, explique. Ouais, je vais en parler brièvement parce que tu vas voir, ça va faire sens. Il m'a j'avais déjà commencé à bifurquer sur, cette thématique d'être plus dans le moment présent, comme tu disais. C'est-à-dire de pas se projeter, de pas regarder là où tu es pas, mais Mmh. d'avoir une idée de où tu veux aller, mais aussi de se rappeler que profite de maintenant, en fait. Tu es déjà en train Mmh. de tu déjà sur la voie, tu vois? Et il faut vraiment que tu captes que, hem, si à l'heure actuelle, tu es pas satisfait parce que tu as pas atteint ton objectif, au moment où tu l'auras atteint, et ça m'est arrivé plusieurs fois, au moment où tu l'auras atteint, tu auras à nouveau une nouvelle milestone, en fait. Et Thomas Sterner Mmh. parle vraiment de ça en disant que il faut vraiment arrêter avec cette notion d'objectif qui bouge en même temps que toi, tu avances, tu vois? Parce que ça, c'est Mmh. ultra malsain, en fait. Et c'est ce que j'avais à l'époque. J'arrêtais pas de me dire, j'avais ce mantra, 5 000 € par mois en mai 2019, tu vois? Et je les avais Mmh. jamais atteints, tu vois? Et ça me bouffait complètement. Et Thomas Sterner, à un moment dans son bouquin, donc il parle grosso modo vraiment du moment présent et d'apprendre à retourner dans le moment présent et de profiter de la vie, en fait. D'avoir des objectifs, c'est bien d'être ambitieux, mais de profiter Mmh. de l'instant là tout de suite. Et il donne cette métaphore qui est que, imagine que tu essayes de traverser un lac et que tu vises un chêne gigantesque à l'autre bout. Mmh. Tu veux de temps en temps regarder où se trouve le chêne pour t'assurer que tu dévies pas de ta direction, tu vois. Mmh. Mais si tu passes ton temps à regarder ce putain de chêne, tu vas t'épuiser, tu vas pas pouvoir te concentrer sur ta brasse et tu vas te cramer mentalement, en fait. Alors que si tu regardes le chêne une fois de temps en temps, tu dis, OK, là, j'ai un peu dévié à droite. Et ensuite que tu te focalises sur la qualité de ta brasse, tu vois. Focalise-toi sur la qualité de tes journées, sur la qualité des actions, tu vois. Et définis ton succès par rapport à ça. Tu auras un quotidien beaucoup plus facile. Donc, par définition, tu seras beaucoup plus résilient parce que tu tiendras beaucoup plus longtemps. Et
quelque part, de manière assez paradoxale, tu atteindras beaucoup plus vite tes objectifs parce que tu tiens sur la durée, parce que tu prends du plaisir et parce que tu le fais bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça que je ferais différemment. Après, bien sûr, dans ton contexte, il y a plein de variables qui rentrent aussi en compte, tu vois, mais Ouais, ben moi, tu vois, je dirais que ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est que ben là, tu vois, voilà, j'ai mon job salarial, tu vois. Donc en termes de statut social, tu vois, je suis validé, tu vois, entre guillemets. Et à côté, alors moi actuellement, tu vois, je vis dans un foyer étudiant jeune travailleur. En gros, c'est un peu comme une cité universitaire, mais pour des gens un petit peu plus âgés, tu vois. Et en fait, du coup, il y a tout le temps du monde en bas, tu vois. Il y a pas mal d'activités qui sont organisées et tout, trucs super cool, genre du laser game, sortie dans des bars, etc. Et du coup, moi, en fait, tu vois, c'est peut-être un peu l'inverse. Comme j'aime bien, je me considère plutôt introverti sur la partie gestion de l'énergie, on va dire. Tu vois, je besoin d'être seul pour gagner de l'énergie, mais je suis assez sociable. J'aime bien rencontrer des gens. Et du coup, bah, c'est dur pour moi, en fait, de dire non à une opportunité, tu vois, je sais pas, découvrir un nouveau lieu, de connaître de nouvelles personnes, etc. Et tu vois, de me forcer justement à me dire non, ben, ce créneau-là, j'ai prévu de travailler, tu vois, sur ma vidéo, mon site web, etc. Je dois me tenir, tu vois. J'ai l'impression que c'est dur pour moi encore d'instaurer vraiment cette habitude. Et tu vois, je suis plus en mode, ouais, vas-y, ce samedi-là, je vais aller au Star Wars à côté de chez moi et je vais travailler 6 heures, 7 heures dessus, tu vois. Donc c'est ça, tu vois, moi, qui est peut-être plus difficile parce que pareil, comme les gens autour de moi, tu vois, ils sont pas forcément dans cet état d'esprit-là, enfin, quelques-uns, mais pas la majorité, je dirais. Du coup, j'ai en plus pas ce truc-là un peu de pression sociale extérieure, tu vois. Parce que pour, tu vois, quelques-uns, tu vois, qui me regardent comme ça, ils disent, ah putain, mais Hugo, il fait plein de trucs et tout, c'est pas possible, tu vois. Ouais, mais à la fois, pour moi, par rapport à mes propres critères, tu vois, je me dis qu'il faudrait que je travaille plus, tu vois, sur ça, que j'investisse plus, parce que c'est important pour moi, tu vois. Mhm. Mais Donc, tu vois, ouais, je comprends tout à fait. Et tu vois, dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, par exemple, quand j'étais à Lisbonne, je travaillais les week-ends aussi, tu vois. Les samedi, mhm, dimanche, je considérais que c'était les vacances parce que enfin, je pouvais bosser sur mon business. En réalité, ce mhm, que je voyais pas, c'est que sur la durée, ça me claquait aussi parce qu'en fait, j'avais aucun moment où je relâchais, si tu veux. Le seul moment où je relâchais, c'était mhm, de temps en temps le samedi, j'allais faire du surf, tu vois. Mais du coup, et aujourd'hui, j'ai complètement viré ça. Le samedi et le dimanche, je bosse pas, tu vois. mhm, Soit je suis avec ma copine, soit je vais marcher ou quoi, parce que je me suis rendu compte que même si tu le sens pas immédiatement, mhm, en tout cas pour moi, pour ma mhm, physiologie, j'avais la sensation de prendre une dette, vraiment de m'endetter si j'avais pas au moins un jour et demi de déconnexion dans la semaine, tu vois. Donc, mhm. et puis moi, ce que je ferais à ta place, c'est que si tu sais que ça te fait du bien, ce truc, ce temps social, et si tu sais que c'est quelque chose dont tu as besoin pour Mhm, bien fonctionner quelque part, tu vois, parce que mhm, le temps social et s'en dégager et faire de la place pour ça, parce que ça te fait du bien, c'est aussi ça être productif, c'est savoir de mhm, quoi tu as besoin pour pouvoir taper derrière. Donc moi, je me ferais de l'espace pour ça, en fait, tu vois. C'est-à-dire que j'organiserais lundi matin, ou je sais pas si tu fais des reviews, comment tu fonctionnes, mhm, mais tu vois, si moi je fais ma review de la semaine le samedi, je me dirais, OK, j'ai besoin de temps social. En ce moment, moi, par exemple, j'ai besoin de voir ma copine, tu vois. mhm, Samedi, dimanche, je vois ma copine et je prévois du temps pour ça, tu vois, parce que je sais que ça va m'aider à mhm, être productif. Et comme ça, je sais que samedi, dimanche, j'ai mon temps social. Le reste de la journée ou de la semaine, je peux cravacher, en fait, tu vois. mhm, Et puis si par exemple, bah, tu, tu remarques que les gens avec qui tu bosses, la plupart du temps, ils organisent des trucs le jeudi et pas le samedi, tu vois. Tu dis, mhm, bon, bah, ok, finalement, les événements ont lieu le jeudi, c'est que là, à ce moment-là, je mhm, peux rencontrer les gens. Le jeudi, c'est mon temps social et je bosse le samedi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est de voir les patterns un peu. Oui, Ouais, ouais, pareil, ouais. J'avoue que ouais, le vendredi soir, oui, j'avoue que je me calerai pas du coup une session, allez hop, 4 heures de montage, 8 heures minuit, allez. ouais, ouais. En fait, le problème, c'est qu'il y a vraiment cette dichotomie que les gens se disent, si je veux être productif, je peux pas bosser, en fait. Mais la Mhm, productivité, c'est pas ça. Le but de la productivité, c'est de trouver dans quel état est-ce que tu peux produire le plus tu, quelles sont les conditions idéales quelque part. Et si mhm, dans tes conditions idéales, il y a le facteur social et que tu vires ce facteur social, c'est plus les conditions idéales, tu vois. mhm, Donc, il faut vraiment apprendre à réintégrer ça, en fait. Réintégrer le temps de famille, réintégrer le temps pour le sport, mhm, réintégrer le temps pour être hors des écrans. Euh, ouais. Réintégrer le temps pour chiller sur Netflix et regarder de la merde, tu mhm, vois. Parce que si ça te fait du bien et que tu te sens bien à la fin de la semaine, fais-le, en fait, tu vois. Si mhm. derrière, ça te permet d'être productif parce que tu as eu ta dose, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense que en fait, c'est une question d'équilibre, tu vois. Tu vois, là, j'arrive quand même à avancer. Là, tu vois, je pense que c'est juste un petit rééquilibrage, mais
effectivement, je voudrais pas, tu vois, je pourrais pas me couper de ça, comme, enfin, je sais que par exemple des périodes où, parfois j'ai pas fait trop de sport parce que voilà, c'était un nouvel environnement, tout ça, je faisais pas mal de natation, puis il y avait pas de piscine, aux alentours et cetera. Beh en fait, ça je me sentais moins bien, en fait. Ça avait une vraie influence. Alors, au-delà de l'influence, on va dire, physique, normale, parce que du coup, quand tu fais du sport, c'est hyper d'endorphines et cetera. Psychologiquement, en fait, ça avait un effet, quoi, que j'ai vraiment ressenti, quoi. Mmh. Ouais, bien sûr, je comprends Ouais, tout à fait. non, à fond. Et justement, du coup, il y a voilà, de manière plus globale, on va dire plus théorique en termes de méthode. Alors sur, les diverses vidéos, podcasts et cetera, tu as parlé de pas mal de méthodes que tu utilisais. Alors, est-ce que tu les as utilisées pendant un temps? Est-ce qu'après tu as arrêté? Je sais pas. Mais du coup, notamment, il y avait quelque chose alors donc tu as abordé pas mal là, donc on va pas forcément en parler, mais sur la partie donc vision, process, versus, résultat, que tu as très bien illustré avec, The Practicing Mind. Il y a aussi une question que j'avais, c'était sur, les plans de 90 jours. Alors moi, la première personne que j'ai entendu parler, enfin vraiment dire plan de 90 jours, c'était, Stan Leloup. Et du coup, voilà, je voulais savoir en fait, si ce que tu appliquais, c'était quand tu étais à Lisbonne, il me semble, ce plan de 90 jours-là. En fait, comment tu le verrais? Est-ce que ça t'a vraiment servi? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises encore en fait, actuellement dans ton business? Voilà, qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui? Mmh. Alors je sais plus si peut-être qu'à Lisbonne, j'en avais parlé. Mmh, ça m'a toujours fasciné, les méthodes de fixation d'objectifs parce que, je sais pas, j'ai toujours l'impression que si tu avais la bonne méthode, le bon outil qui correspond à toi, Mmh. bah, naturellement, si tu as le bon outil, tu peux mieux faire le job quelque part, tu vois? Mmh. Hem Donc à partir de ce constat-là, effectivement, Stan nous parle de la méthode de 90 jours, même si je l'ai pas vraiment, je l'ai pas suivi, j'ai pas acheté la formation, mais c'est quelque chose d'assez répandu finalement de se Mmh. fixer un objectif sur 90 jours parce que c'est sur cette période-là que tu peux avoir des résultats assez conséquents. J'ai testé plusieurs outils, mais un qui est vraiment resté, c'est la méthode OKR. Donc c'est ce qu'ils utilisent chez Google. OKR, ça veut dire, Je connais pas du tout. tu connais pas? Non. C'est le OKR, ça veut dire en gros, le O c'est objectif et KR c'est Key Results. Grosso modo, la Mmh. méthode, c'est très simple, c'est définir où est-ce que tu vas arriver, c'est quoi l'objectif que tu vas Mmh. atteindre, tu vois. Tu peux rentrer dans 10 000 tangentes, le formuler de manière aspirationnelle ou quoi, mais quand tu bosses pour toi, en tant que solopreneur, c'est, je sais pas, moi, par exemple, en octobre, je vais être capable de courir un marathon, tu vois. Donc ça, c'est ton objectif. Et à partir de Mmh. cet objectif-là, c'est la destination, c'est l'arbre. Si on reprend l'exemple tout à l'heure de Thomas Turner, on va définir 3 à 5 key results. Donc, key results, c'est des résultats clés. Moi, Ouais. j'aime bien les appeler comme, j'aime bien dire que c'est des paramètres en fait. Et même pour aller plus loin, pour rejoindre ce que toi tu avais dit sur ta vidéo, c'est Mmh. des habitudes ou des choses à mettre en place. Mmh. Ok, j'ai ma direction. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Bah, première chose, il faut que je mette un maillot de bain. C'est pas une habitude, Mmh. c'est une tâche, mais il faut que je le fasse. Deuxième chose, il faut que je m'entraîne à la brasse 20 minutes par jour, tu vois. Et tu te Mmh. définis comme ça, de manière assez logique, par rapport à mon objectif, quelles sont les actions, 3 à 5 habitudes ou Mmh. 3 à 5 actions que si je répète sur une durée donnée, je vais arriver Mmh. à cet objectif-là. Et ça me Mmh. sert pas mal. Maintenant, en ce qui concerne la durée, je partais sur 90 jours, mais Mmh. j'ai réalisé en fait après plusieurs fois que au bout de un mois, je Mmh. raisonnais plus en fait avec l'objectif. Il y a quelque chose qui s'était ajusté. Moi, je suis quelqu'un qui j'adore essayer d'apprendre à mieux me comprendre, à creuser. Tu vois, je fais vraiment beaucoup Mmh. de creusage dans mes En pensées, etc. recherche, continuelle, Exactement. Et donc, au bout de 60 jours, il y a quelque chose qui a changé en fait. Et ça a Mmh. bifurqué. Donc, je me suis retrouvé en fait à devoir réadapter ou alors à me forcer à suivre ce plan, mais à plus être motivé. Donc maintenant, je suis plus aussi strict sur les 90 jours. Je Mmh. préfère me faire, et là-dessus, il faut que je donne le crédit à Elliot Meunier, qui a une chaîne qui parle beaucoup Mmh. de la prise de notes, de modèles mentaux, Mmh. etc. Et je crois qu'il a une formation là-dessus, mais Ouais, Atomic, Thinking. ouais, exactement. Et je me suis inspiré de sa méthode dans Atomic Planning. Il a une vidéo où il explique en fait que lui, il raisonne plus par 90 jours, mais par phase de vie. C'est-à-dire que quand tu sens que tu n'es plus dans la même phase qu'avant, bah c'est Mmh. OK en fait. Tu repars de zéro et tu te demandes, OK, où est-ce que je veux aller? Sur quoi est-ce que je veux bosser maintenant, tu vois? Euh, Mmh. et du coup, ça te sort de cette espèce de carcan très, très rigide de se fixer Mmh. un plan, tu vois. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Mais pour l'instant, j'aime bien parce que mine de rien, je trouve que quand même en un mois,
si tu te fixes des objectifs relativement intelligents avec des habitudes, tu peux quand même assez vite avancer, tu vois. Et si tu avances, au bout d'un mois, généralement, à la fin du mois, tu es motivé pour continuer. Donc, tu te refixes un truc, bah, OK, pendant un mois, je vais continuer cet objectif. Tu n'es pas obligé de repartir de zéro, mais tu t'en rends beaucoup plus par rapport à tes émotions et par rapport à ton sentiment au moment T, tu vois. Pas par rapport à quelque chose que tu as fixé il y a 30 jours, en fait. Ouais, tu es plus aligné. Et ouais, c'est marrant que tu parles de ça parce que bah, hier, je fais une formation sur les méthodologies agiles. C'est en gros les techniques de gestion de projet utilisées plus dans la partie IT, on va dire, dans les secteurs de l'IT. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose, Scrum, Kanban, ce genre de choses. Ça me dit quelque chose, ouais. Et en fait, tu vois, bah, l'idée par exemple de Scrum, qui est en gros le modèle le plus répandu dans ces méthodologies agiles. La méthodologie agile, on pourrait dire que c'est un sport, tu vois, et Scrum, ce serait le foot. Tu vois, le sport le plus populaire, bah là, c'est l'équivalent. Et en gros, tu as une équipe, tu vois, celle qui va délivrer, elle va travailler systématiquement sur un format de même une à 4 semaines, tu vois, mais jamais plus que 4 semaines. Et ça fonctionne vraiment un peu, tu vois, comme bah, Soun t'en parlait, c'est-à-dire qu'au début, tu te dis, OK, ben, c'est quoi les 2, 3 fonctionnalités qu'on peut implémenter dans notre application. À la fin du mois, tu dis, OK, voilà le produit opérationnel, voilà ce qu'on a réussi à implémenter. Après, tu te demandes, OK, ben, ce mois-ci, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bien marché. Ah là, je me suis un peu énervé, là, j'étais un peu frustré, machin, tout ça. Et c'est vrai, tu vois, en fait, on retrouve un peu cette idée-là, tu vois, de pas finalement être forcément sur, tu vois, des trucs de 2 mois, 3 mois, etc. Mais plus d'avancer avec une échelle plus réduite, tu vois. Je pense que les objectifs de 2 mois à 3 mois, c'est peut-être plus pertinent dans une entreprise où ça implique beaucoup plus de gens et il y a des KPI à tenir et les process sont relativement posés, rigides, fixés. Mmh. Dans le contexte d'un entrepreneur ou d'un solopreneur ou d'un freelance, où bah, la majorité du temps, si tu deviens indépendant, c'est parce que tu veux faire un truc qui te plaît, être plus aligné, faire ce qui te plaît à l'instant T, en fait. Bah, par définition, il y aura beaucoup plus de place pour l'émergence, c'est-à-dire que il se passe tellement de choses en fait. Tu lis un bouquin et soudain tu as envie de tester quelque chose de complètement nouveau. Ou alors tu découvres, bah, je sais pas moi, The Practicing Mind et tu te rends compte que putain, en fait, il faut vraiment que je bosse sur ma capacité à rester dans le moment présent. Et tous les objectifs que tu t'es fixés il y a 15 jours s'écroulent en fait. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus pertinent quand tu es solo d'avoir cette flexibilité en fait par rapport aux entreprises. Ouais, ouais, carrément, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, je vois qu'il reste normalement 2 minutes. Là encore, je fais mon maître du temps. Je veux savoir si tu as un truc après. En vrai, 15 minutes, 20 minutes max. Non, Sinon, non, moi je suis dispo. T'as OK, toute la cool. soirée. Merci. OK, bah, merci beaucoup, c'est cool. OK, bah, déjà, merci pour cet éclaircissement. Et alors, il y avait d'autres outils, pour le coup, que je connais moins et qui sont un petit peu sortis, je pense, dans l'imagination. Notamment, j'ai vu ta vidéo sur le Keefing Score. Est-ce que tu te souviens de cette vidéo? Est-ce que tu te souviens de comment ça fonctionnait? Et finalement, alors, ce que j'ai compris du Keefing Score, en gros, c'est tu veux commencer par ce qui te fait kiffer, les activités créatives, etc. dans ta semaine. Et après, en gros, bah, si jamais tu n'as pas été assez productif, bah, voilà, en gros, tu bourrines pour terminer ce que tu n'aurais pas fait au début de la semaine. Tu prenais l'exemple des emails que tu devais écrire. Et du coup, c'est marrant parce que ça prenait un peu le contre-pied d'autres ouvrages qui sont assez connus, comme voilà, la matrice d'Eisenhower que je citais, où tu dois faire d'abord ce qui est urgent et important, ou alors Eat the Frog, là, avaler le crapaud. Donc, tu fais d'abord le truc vraiment qui est le plus chiant pour toi dès le début de la journée, puis après, oh, c'est bon, t'es relâché, tu peux faire le reste. Donc, je voulais savoir comment ça avait fonctionné sur toi, si pareil, si c'est un truc que tu utilises encore, et voilà, me faire pas un peu de tes conclusions sur ce truc-là. Ouais, j'ai testé plusieurs, j'ai voulu tester plusieurs approches. Autant l'approche de faire ce que tu dois faire, mais que tu n'as pas forcément envie, en Mmh. premier pour te dégager le temps derrière, et ensuite inversement. Mmh. De manière générale, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus tendance à privilégier en fait ce qui est important pour moi. C'est-à-dire, je fais vraiment une distinction entre ce qui est important dans le sens non négociable, parce que c'est ça qui me permet de bouffer tout ce que tu veux, tu vois, Mmh. Mmh. mes engagements envers d'autres personnes, et ce Mmh. qui est important pour moi, ce qui est important pour moi pour ma croissance, tu vois. C'est-à-dire que je mettrai Mmh. toujours en priorité les actions ou les projets ou les choses qui vraiment me nourrissent en fait. Parce que je Mmh. me suis rendu compte qu'une fois que j'ai fait ça, une fois que je sais que dans ma semaine, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour nourrir et me faire avancer vers cette vision-là,
c'est beaucoup plus facile pour moi de faire le reste parce que j'ai la sensation que, OK, c'est bon, maintenant j'ai la place, tu vois. Maintenant, pour reprendre ce schéma un petit peu de Lisbonne, j'ai passé mes 4 premières heures de la matinée à faire mon sport et à bosser sur mes vidéos. OK, maintenant je me mets en mode zombie, en mode exécution. Il faut que je plie ce travail pour le client, tu vois, parce que c'est ça qui met l'argent sur la table quelque part. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était plus efficace parce que la plupart du temps, en commençant par ce qui me faisait, de manière générale, en commençant par ce qui me fait chier, derrière, à nouveau, peut-être que c'est plié, mais psychologiquement, en tout cas à l'échelle d'une journée, j'ai plus la force ou j'ai plus ce même pétillement, si tu veux, pour faire des actions plus créatives ou pour. C'est. Ouais. Toujours commencer par ce qui est important pour moi. Et ensuite, tout le reste, tu vois. Parfois, il arrive que j'ai un projet pour un client, ça m'est arrivé récemment, écrire un article. Voilà, rien de bien sexy ou quoi. Mais à la fois, le sujet de l'article était complètement nouveau pour moi. Et le client, c'était ce client, c'était le type qui sortait d'une école d'ingénieur, qui s'exprimait d'une façon hyper expert de son domaine ou quoi. Et je ne sais pas pourquoi, mais il m'a enveloppé dans son projet. J'avais envie de pondre le meilleur article du monde. Tu vois. Donc à ce moment-là, parce que ce projet, je le considérais comme vraiment une clé pour grandir personnellement, je l'ai mis sur mon créneau. Première chose que je fais dans la journée, parce que j'avais envie de bosser dessus, tu vois. Donc ça, c'est un peu la zone magique quand tu arrives à combiner ton travail. T'as un alignement, en fait. Exactement. Mais quand tu veux pas l'avoir, moi, je privilégie toujours ma croissance personnelle. Ça veut pas dire que je mets pas d'effort sur le reste, mais toujours en priorité. Ouais, c'est une question de priorisation, hein, comme étude, effectivement, ouais. Alors, il y a autre chose alors que j'ai jamais en fait vraiment fait. Je m'étais créé un template Notion exprès, mais je l'ai jamais vraiment utilisé plus d'une semaine. Un truc que tu fais, c'est le journaling. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Parce que pareil, c'est comme pour le sommeil, tu vois, j'ai lu plein de trucs sur ça, le bienfait que ça a, etc. Et je le fais ponctuellement, tu vois, on va dire c'est plus quand je me sens mal, tu vois, quand vraiment j'ai l'esprit troublé, mais je le fais pas de manière récurrente, tu vois, comme une habitude. Et du coup, bah voilà, je voudrais bien que tu nous en parles un petit peu. Combien de temps finalement vraiment ça fait que tu fais ça et quelles sont finalement les difficultés que tu as peut-être eu à mettre ça en place et les bénéfices surtout que tu retires de cette pratique-là. Et comment tu le fais, toi, exactement? Ouais. OK. Je vais commencer par peut-être expliquer un petit peu ce que c'est le journaling. Grosso modo, le journaling, c'est une habitude à l'origine, d'écrire à la main tous les jours 3 pages. Ça a été introduit par, je sais plus son nom, mais je connais le nom du bouquin qui s'appelle The Artist Way. Les gens pourront regarder. Et c'était à l'origine vraiment un exercice pour les écrivains pour se débloquer en fait dès le matin. À la fois créativement, c'est-à-dire vraiment s'entraîner à écrire tous les jours, et à la fois aussi comme exercice qui te sert de tampon émotionnel. C'est-à-dire que je ne sais pas comment c'est pour toi, mais moi, généralement, le matin, quand je me lève, j'ai de l'anxiété, j'ai du stress, j'ai un dialogue mental assez violent, et j'avais besoin en fait de quelque chose qui me serve de tampon qui me permet de créer une séparation entre le moment où toutes ces pensées se distillent et se mettent en ordre et le moment où je fais mon boulot. Parce que si tu te mets à créer des vidéos avec ce dialogue interne, c'est mort, tu vois. Donc c'est un outil, c'est une sorte de psychothérapeute personnel, quelque part. Tu vois. Je le fais depuis 2018. La manière dont je le fais a beaucoup changé. J'ai commencé par les pages, 3 pages par jour. Ça prenait 45 minutes. C'était une horreur, mais je le faisais parce que je voulais absolument voir si ça avait des résultats. Ensuite, j'ai switché sur Google. Qu'est-ce qui t'a fait choisir 45 minutes? Enfin, 3 pages, pardon. C'est elle qui disait écrivez 3 pages, long format, et okay. vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas 3 pages. Et ça faisait 45 minutes. Donc j'ai fait ça, j'ai testé sur Google Doc, j'ai testé dans Roam, toi tu utilises Notion. Mais j'ai jamais vraiment arrivé en fait à tirer à formuler les bénéfices que ça m'apportait. Mais pour une raison que je pourrais pas t'expliquer, j'ai voulu continuer parce que si les bénéfices sur le long terme n'étaient pas évidents pour moi, les bénéfices sur le court terme l'étaient. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil excellent qui te permet de clarifier ta pensée, comme tu dis, quand tu es triste ou quand tu te sens un peu déprimé ou quoi. Tu mets à plat tes pensées et tu comprends en fait ce qui se passe dans ta tête, tu vois. Tu marques vraiment, bah voilà, je me sens triste. Ok, pourquoi je me sens triste? Je me sens triste parce que il m'est arrivé ça, ou ma copine m'a envoyé tel message, ou ce que tu veux. Ça permet vraiment de clarifier. Tu fais les 5 pourquoi pour arriver à la cause du truc, quoi. Par exemple. Et c'est que jusqu'à très très récemment que j'ai enfin réussi à développer un système où
non seulement ça a une fonction dans les journées, donc ça sert de buffer émotionnel, Mmh. mais en fait, ça me sert aussi d'outil pour quelque part mesurer. euh, c'est un outil en fait indispensable maintenant à la fixation d'objectifs. Je vais t'expliquer comment je fais. Maintenant, ce que Mmh. je fais, c'est que je suis retourné sur cahier, sur papier. J'ai arrêté Mmh. de m'imposer cette limite de 3 pages parce qu'à un moment, j'ai lu un bouquin de Greg McKeown qui s'appelle Essentialism et il disait un truc qui m'a beaucoup marqué à un moment. Il m'a dit, Mmh. si vous voulez commencer une habitude de journaling, commencez en écrivant moins que ce que vous voudriez, mais tous les jours. Donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai capté que, OK, l'important, c'est pas le nombre de mots ou de pages, c'est que je le fasse tous les jours, même si c'est 2 phrases, tu vois, c'est pas grave. Mmh. Donc, tous les matins, j'écris 2 pages. Et en Mmh. fait, le moment où ça a tout changé, où vraiment cette habitude de journaling a pris tout son sens, c'est Mmh. quand j'ai commencé à l'intégrer dans ma routine de review à la fin des semaines. C'est-à-dire qu'à la Mmh. fin de chaque semaine, je fais une review. Voilà, quels sont mes objectifs, ce que j'ai atteint, pas atteint, etc. Et au tout début de cette review, j'ai un moment où je relis toutes mes entrées de journal de la semaine, en fait. Et je vais, en les relisant, je vais souligner les éléments qui m'ont marqué. Ça peut être un moment où, parce que tu écris sur tout, tu vois, le Mmh. matin quand tu te lèves, tu peux écrire sur ta vision, tu peux écrire sur comment tu te Mmh. sens, Le rêve tu que peux tu as écrire eu, le rêve que tu as eu, quelque chose que tu as envie de mmh. tester ou quoi. Et à la fin de la semaine, le fait de revenir sur ces entrées, ça permet vraiment de filtrer tout ce qui n'a plus de sens pour toi et de Mmh. garder uniquement ce qui résonne, tu vois. Et du coup, à la fin de la Mmh. semaine, tu dresses un bilan de non seulement comment est-ce que tu t'es senti, où est-ce que tu as envie d'aller, Mmh. euh, comment tu as progressé par rapport à tes résultats. Ça te permet aussi de te rappeler qu'est-ce qui t'est arrivé de bien dans ta journée, parce que généralement, le matin, je vais écrire ce qui m'est arrivé de bien la veille, tu vois. Donc, ça te permet Mmh. de développer aussi un carnet de gratitude. Donc, tu vois, je fais une espèce de bilan, en fait, de ma semaine qui me Mmh. permet de mesurer, grosso modo, à quel niveau est-ce que je suis, tu vois. Comment est-ce que je me sens en tant Mmh. qu'humain? Est-ce que j'ai l'impression que je me développe? Et de repérer aussi des patterns, tu vois. Tiens, mardi et mercredi, je me suis senti vraiment mal. Qu'est-ce qui s'est passé ah tiens, j'ai remarqué que je me suis senti mal parce que si je relis mes entrées de journal, ça fait Mmh. 4 jours que j'ai pas été au jiu-jitsu. Intéressant, tu vois. Je vais voir si la Mmh. semaine prochaine ça se reproduit. Donc c'est vraiment un outil qui te permet d'auditer et de mieux comprendre. On revient à ce qu'on a dit au tout début, mais ta Mmh. biologie, ta psychologie et les patterns que tu vois pas, si tu prends pas le temps de les De les d'analyser en écrire, de fait. les lister, Exactement, ouais, les exactement. analyser. Donc, juste une dernière phrase pour résumer. Pour moi, le journaling, il a vraiment pris tout son sens à partir du moment où j'ai dédié un temps dans ma review à la fin de la semaine pour Mmh. faire une relecture de ces entrées et, 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 et en extraire les points les plus pertinents, tu vois. Et Mmh. depuis que j'ai fait ça, je dis pas, c'est difficile de dire concrètement, ça m'a permis d'atteindre ce résultat-là. Mais c'est Mmh. devenu un outil tellement, tellement, tellement précieux et tellement cher parce que j'ai l'impression que de vraiment mieux me connaître, que même si je peux Mmh. pas dire exactement ça m'a permis d'atteindre ce truc-là, je me sens juste tellement mieux dans ma vie depuis que je le fais, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose que je compte continuer. Et j'ai l'intention de créer, de beaucoup plus en parler parce que ça me Mmh. paraît tellement essentiel. OK, ouais, bah, écoute, c'est super intéressant et je me posais 2 questions, tu vois, pendant que je t'écoutais. La première, c'est, qu'est-ce qui t'a fait privilégier le full papier versus, bah, par exemple, voilà, un template Notion que tu copies et voilà, pour chaque jour de la semaine, par exemple? Aussi, la deuxième, bah, deuxième j'ai oublié. Donc, déjà, je te laisse répondre à la première. Très simple, je, j'essaye au maximum, c'est pas que j'essaye, toutes mes journées, je les démarre par au moins 1 heure à 1 heure et demie de ce que j'appelle une habitude de silence, c'est-à-dire loin des écrans. Donc ce que je fais, c'est Mmh. que en fait, je vais m'asseoir dans un parc, je vais Mmh. méditer pendant 10 minutes, je vais faire de la respiration, Mmh. je vais lire en slovaque parce que c'est un des trucs que j'essaie de travailler en ce moment, et je journalise à l'écrit en fait. Et la raison Mmh. pour laquelle En je mets slovaque ça, aussi? non, pas en slovaque, en français pour le coup, pas en français. Plus tard. Donc, ouais, plus tard, effectivement. Mais juste pour rester loin des écrans, en fait. Parce que Mmh. j'ai remarqué que plus j'ai du temps en dehors des écrans dans mes journées aussi, plus j'arrive à rester au clair sur ce que je veux dans la vie, aligné sur ma vision, etc. Je suis très, très sensible aux écrans et à toutes les inputs d'informations qu'on a. Donc, c'est Mmh. l'occasion idéale, en fait, tu vois. J'ai fait d'une pierre deux coups en me disant, OK, bah, je vais journaliser sur papier. Non seulement c'est un moment juste pour moi où je suis déconnecté des écrans, il n'y a pas de notification, il n'y a rien. Et en même temps, ça fait partie de mon habitude de silence, tu vois, où je démarre mes journées de manière paisible, quelque part, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, non, c'est vrai que je suis aligné avec toi sur les écrans et c'est quelque chose qui est assez dur pour moi aussi. C'est vrai que moi, je fais peut-être un peu plus le choix
il est un peu tout numérique, tu vois. Ma To-Do, elle est sur Todoist, enfin sur l'application de Microsoft To-Do. J'ai mon appli d'habitude sur mon écran de téléphone. Enfin, et ça, autant je vois des avantages, tu vois, pour la partie que tu disais qui a finalement pas mal changé avec le drawing, c'est le fait que tu analyses en fait ce que tu as écrit. C'est vrai qu'en termes d'analyse de données, entre guillemets, tes inputs, bah, c'est plus facile, tu vois. Tu peux rechercher un truc que tu as écrit, bah, paf, tu écris le mot-clé dans la barre de recherche. Tu veux savoir, voilà, les jours où tu t'es senti bien et pas bien, bah, comme tu as rajouté sur ton template Notion une petite case, je me sens bien, pas bien, très bien. Tu peux dire, OK, enfin, tu vois, ce truc-là est cool. Et le côté portable aussi. C'est vrai que tu oublies ton cahier, bah voilà, c'est bon, Ouais, c'est dur de retrouver l'info, mais à la fois, c'est vrai que ouais, je prends conscience, même moi, parfois quand je le fais ou en écoutant les gens, que le fait d'avoir un objet, j'avoue que je me suis pas assez renseigné pour savoir en quoi dans notre cerveau c'est lié au fait d'avoir un objet physique pour une fonction, et j'ai l'impression que l'engagement est plus fort, quoi, on va dire. ouais, ouais, ouais. Alors, deux choses par rapport à ce que tu dis. La review à la fin de la semaine, Ouais, je dresse un bilan sur papier, mais ensuite je fais une rentrée dans Roam, dans mon système de prise de ok, notes. Parce que je veux ok. garder une trace de ça, effectivement. Sinon, Hmm, ça aurait pas de sens, tu vois. Comme ça, quand tu fais ta review de l'année, par exemple, bah, tu as la review de chaque semaine, et ensuite la review hmm. de chaque mois, etc. Tu vois. Ok, donc en fait, c'est pas au quotidien que tu introduis l'aspect techno, mais par contre, de manière hebdomadaire, donc pour prendre un peu de Exactement. recul, quoi. Exactement. Et par rapport à ta question, ou en tout cas ce que tu as soulevé entre la relation entre l'objet et le cerveau, Hmm, c'est absolument fascinant. J'ai passé 2 semaines à étudier ça. Ça fait un petit moment maintenant, donc je pourrais pas te ressortir les termes scientifiques, mais il y a des mecs qui ont fait des études là-dessus et ils se sont rendus compte qu'en fait, quand tu interagis avec un objet, il y a hmm. une sorte de... L'objet agit comme une espèce de décharge cognitive, c'est-à-dire qui te permet de comment expliquer? Et en plus, j'ai écrit un article là-dessus, j'ai écrit une chier de post là-dessus, mais les avantages de l'analogique, peut-être qu'on pourra le mettre en lien ou quoi, mais il y a Hmm. vraiment Ouais, ouais, énormément clairement. d'avantages à travailler avec des objets physiques, en fait, Hmm, Euh, comme un timer physique, tu vois, comme hmm, faire des mind maps, tu vois, quand tu veux clarifier tes idées pour écrire un article, faire des hmm, mind maps et vraiment tracer à la main. Il y a tout un lien entre le cerveau et les outils qu'on utilise au quotidien. hmm, C'est pas anodin si tu as l'impression qu'en touchant un objet, il y a une autre sensation de travail. hmm. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et justement, du coup, alors, il y a aussi un outil que tu utilises, enfin, tu parles d'un recueil d'idées aussi dans une de tes vidéos. Donc, quand en gros, il y a quelque chose qui est intéressant pour toi, une citation, etc., tu disais à l'époque, en tout cas, que tu le mettais sur un doc Word en ajoutant, on va dire, un contexte que tu vivais par rapport à cet instant-là, par exemple, pour agrémenter tout ça. Je voulais savoir si tu utilises encore ce recueil d'idées et si ça a évolué, voilà, si maintenant tu étais plutôt passé sur papier, si tu le rentrais dans ton système de prise de notes. Alors du coup, je sais plus maintenant forcément ce que tu utilises, peut-être Notion, peut-être Obsidian, si tu m'as parlé de Elliot Meunier. Mais voilà, j'étais curieux aussi de cet outil-là, quoi. Ouais, ouais, le recueil d'idées, c'est assez récent. J'en parlais parce que, à nouveau, dans le bouquin de Practicing Mind, en fait, Thomas Mhm. Sterner disait que, en soi, pour être épanoui, efficace, pour te sentir bien au quotidien, euh, Mhm. toutes les, tout- tous les concepts que tu as besoin de connaître, tu les as déjà croisés en fait sur ta route. C'est-à-dire vraiment, c'est quoi? C'est apprécier le moment présent, faire une chose à la fois, tu vois, concept de productivité. Focalise-toi sur le process. C'est des idées bêtes en fait. Mais le Mhm. problème, c'est que, exactement comme tout à l'heure, quand j'étais absolument incapable de te ressortir le terme Mhm. pour du lien entre l'analogique et le cerveau, c'est que Mhm. la vie nous les vole en fait. Le cerveau, il n'est pas fait pour retenir de l'information, il est fait Mhm. pour la reconnaître en fait quand il la voit. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, instantanément, tu le reconnais, tu sais que tu l'as déjà vu, mais Mhm. on est fait pour capter, en fait, pour reconnaître les choses. Et Mhm. donc Thomas Sterner dit, si vous remarquez qu'une idée vous fait du bien, je sais pas, tu lis Mhm. Marc Aurèle, du stoïcisme, ou alors Le moment présent d'Eckhart Tolle, ou ce que tu veux, et Mhm. que tu sens à un moment qu'elle a un impact profond sur toi, est-ce que ça vaut pas le coup, en fait, de se la noter et de régulièrement, à nouveau, via une habitude de silence tous les matins ou quoi, se les relire en fait, pour se les Mhm. réimprégner jusqu'à ce que ça devienne un réflexe mental de raisonner et dans ta journée de te dire, OK, dans le moment présent, tu vois, une chose à la fois, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Donc c'est à ça que sert le recueil d'idées en fait, c'est vraiment créer une sorte de saut à idées, de saut à Mhm. idées qui ont un impact fort dans ma vie et que je veux me remémorer. Tu as des gens qui se font des tatouages là-dessus, c'est le principe derrière les mantras dans le dev perso.
Sauf que j'ai l'impression qu'on ne l'explique pas comme ça, tu vois. Les mantras, on dit, ouais, dis cette affirmation et miraculeusement, il va t'arriver ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que tu te recharges cette idée pour la garder en tête au moment où tu vas agir dans ta journée, tu vois. Donc, ouais, ce que tu disais dans la vidéo, c'est que finalement, les idées, enfin, les grandes idées, on va dire, qui t'aident en général, elles sont relativement simples. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on les oublie on les oublie. petit à petit. Si t'as pas des réactivateurs, en fait, bah ouais, après, du coup, bah, t'es voué à refaire potentiellement les mêmes erreurs, quoi. Exactement. Exactement. Ouais, super intéressant. Bah écoute, on arrive vers la fin de cette interview. J'aurais les dernières questions à te poser. Avec tout ce que tu m'as dit, avec ton contexte actuel, déjà, qu'est-ce que c'est justement, bah, du coup, sur l'échelle du mois, tes prochains objectifs là en ce moment? C'est marrant, c'est pour te dire, on parlait que ça bouge pas mal. Ouais. Ils ont bougé là ces derniers jours parce que je me suis rendu compte que donc moi je suis freelance depuis 2 ans, 2 ans et demi, et c'est comme ça que je gagne ma vie du coup depuis 2 ans et demi. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça fait pas partie de ma vision à long terme. C'est le freelance, ça a été uniquement le véhicule qui m'a permis, si tu veux, de m'extraire du salariat. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Mais c'est pas dans ma vision à long terme. Ma vision à long terme, c'est créer du contenu, faire du coaching et faire des formations sur tous les sujets qu'on a abordés là, tu vois, notamment le journaling, l'organisation, vraiment comment fournir des outils fonctionnels pour les entrepreneurs, pas juste du blabla de dev perso, tu vois. Ouais, quelque chose de pratique, quoi, Exactement. d'applicable. Exactement. Donc, à partir de ce constat-là, en fait, je suis en train d'envisager, et même la décision, elle est prise, de me remettre dans la situation dans laquelle j'étais à Lisbonne, c'est-à-dire de me retrouver même un job, tu vois, que ce soit en agence ou dans une boîte, quelque chose de lié au marketing pour le coup, pas un truc qui me fera chier, mais qui me permettra tout simplement d'élargir mon panel de compétences aussi, d'apprendre des choses. D'avoir un revenu fixe, c'est-à-dire que quand tu bosses pour une boîte, tu n'as plus à prospecter, tu n'as plus à gérer tout ça c'est géré, tu vois. Et en parallèle, lancer en tout cas continuer à créer du contenu, donc écrit, vidéo, et développer ça en parallèle, tu vois. Donc ça, c'est mon objectif. Et grosso modo, c'est contacter des boîtes et trouver un job, tu vois. Ouais, montrer ton processus, ouais. Ah, c'est super intéressant, tu vois, parce qu'il y a un certain nombre de gens, tu vois, sur Internet qui vont plutôt te dire non, mais vas-y, entrepreneur à temps plein, sinon tu vas pas avancer, etc. Et enfin, c'est marrant que toi qui as du coup expérimenté un peu toutes les phases, tu vois, là actuellement tu recherches en fait ce truc-là, ça montre vraiment que en fonction de voilà, quitter ton tempérament, tes objectifs, en fait, il n'y a pas un cadre qui est mieux que l'autre, quoi. En fait, Ouais, faut complètement. tester, puis après tu vois, quoi. Ouais, complètement. Il faut. Pendant trop longtemps, je me suis enfermé dans cette image que c'est ça que je devrais faire en fait, tu vois. Et c'est vraiment le trace ta route, c'est vraiment pas pour rien. C'est même un mantra pour moi-même, tu vois. On parlait de ça, de cette idée de me rappeler quotidiennement, c'est ta route à toi, tu vois. Et il y en a pas une qui est moins bien ou mieux ou quoi, tu vois. Trace ta route. Vraiment, il n'y a pas de chemin tracé. On veut te faire croire ça parce que c'est comme ça qu'on vend aussi, tu vois. Ah, t'es salarié, tu veux devenir entrepreneur, achète cette formation pour passer de A à B, tu vois. Mais non, en fait. Non, c'est sois juste conscient, fais ce travail d'introspection pour savoir ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, établis un plan d'action et des habitudes pour y arriver, tout ce dont on a parlé dans ce podcast, et trace ta route. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, tu vois. Mais Ouais, non, carrément, carrément. Ça, de toute façon, ça évolue tout au cours de la vie aussi. En plus, en constant mouvement, comme tu dis. Donc, mais ouais, c'est super important. Et du coup, justement, alors, si on se projette déjà du coup dans ce contexte-là, où tu auras à la fois ton travail salarié et où tu progresses dans la création de contenu, de formation, etc. euh, Qu'est-ce que ce serait pour toi euh, au choix la journée ou la semaine idéale? la, bah, je vais te dire les deux, c'est simple. C'est en fonction du nombre d'heures que. Tu Que veux que tu je te auras à détaille travailler. heure par heure? En fait, pour moi, elle est toujours la même. En fait, c'est dans Ouais. une journée, j'ai besoin de sport, j'ai besoin de Ouais. bosser et j'ai besoin de bosser sur mes projets, tu vois. Et Mhm. à partir des pièces qu'on me donne, c'est-à-dire si je dois faire des horaires de nuit ou quoi, ce que j'espère pas, tu vois, mais je Mhm. m'organiserai en fait autour de ces trucs-là. Mhm. Mais c'est vraiment des trucs simples, quoi. C'est me lever tôt le matin, bosser sur quelque Mhm. chose qui a du sens pour moi, lire un peu, travailler, faire du sport.
Et le week-end, voir des gens, voir la famille, très très simple en fait, tu vois, très très simple. Mmh. OK, OK. Ouais, de toute façon, au final, tu te rends compte que c'est aussi, bah, dans la simplicité parfois qu'on trouve les plus belles choses, quoi, Mmh. finalement, les meilleurs moments. Complètement. Et du coup, bah, les 2 dernières questions que j'aurais, si là, tu devais alors, je pense que je vais connaître la réponse vu, qu'on en a parlé, mais, si tu devais donner un conseil, une méthode d'organisation à retenir dont peut-être on n'a même pas parlé là, en tout cas qui t'a vachement servi, laquelle ce serait? Une méthode d'organisation qui Ouais, m'a vachement servi. ou un conseil. Mmh, le premier truc qui me vient en tête, c'est, clarifie ta destination. C'est quoi Mmh. que tu veux obtenir? Et à partir de ça, clarifie l'habitude à faire tous les jours pour y arriver. Et satisfais-toi dans l'accomplissement de cette tâche, en fait. Mmh. Je sors une vidéo, je l'ai tournée aujourd'hui, elle sort dans une semaine. Mmh. Mais un truc qui m'a particulièrement aidé aussi par rapport à ça, c'est que pour aller encore plus loin que se fixer une habitude, tu vois, par exemple, si tu te fixes l'habitude de prospecter 10 personnes par jour, Mmh. il y a des jours, tu vas pas l'atteindre, ce truc-là. Et quelque chose qui peut aider dans ces moments-là, c'est au lieu de te fixer une habitude de tâche, c'est de se fixer une habitude de temps. C'est-à-dire, dis-toi, je vais passer 60 minutes à prospecter tous les jours. Et à partir Mmh. du moment où tu fais ça, que tu as passé une heure, tout le monde peut trouver une heure, surtout si c'est ta priorité, sens-toi bien, Mmh. en fait, tu vois. Sens-toi bien parce que tu sais que tu fais le taf. Mmh. Très important. Donc, clarifie ta destination, clarifie l'action, passe 60 minutes par jour à la faire. Mmh. Pour moi, Ouais. ce serait le truc le plus simple. Mmh. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Bah, par exemple, pour le montage d'une vidéo, c'est ça, c'est que parfois tu as l'impression de dire: «Ouais, le montage, c'est bon, ça va me prendre tant de temps, facile». Et en fait, pas du tout. Tu connais, C'est ça. tu passes Du 3 coup, heures et demie sur le ouais, c'est machin. ça. Bah, surtout, tu vois, moi, j'ai pas non plus, 10 000 vidéos actifs, même si j'en ai fait à côté aussi, plus pour des trucs, perso ou d'autres projets, mais ouais, ouais, c'est vrai, tu vois, dans ma tête, je me disais: «Ouais, bah, là, faut que j'ai fini de tourner, j'ai monté cette vidéo, voilà, au bout d'une semaine». Ah bah, non, en fait, non, pas marché. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. je vois carrément. Et la toute dernière question, alors tu en avais parlé dans un des épisodes de ton podcast, Entrepreneur authentique, sur, les outils de productivité que tu utilises au quotidien, notamment tech. Tu avais parlé de Trello et de, Google Keep. Pareil, un peu comme, le conseil ou la méthode, si tu voilà, devais conseiller, 2-3 outils, qui te sont, voilà, super utiles, que si tu devais choisir 3 outils parmi tous ceux que tu as et que tu pouvais les garder, ce serait quoi? Le bullet journal, donc moi j'utilisais aussi Todoist avant, j'utilisais Trello, j'utilisais Google Keep, et cetera. J'ai Mmh. tout switché sur papier, pour sortir justement de cet aspect digital. Et le bullet journal, bon, à nouveau, je pourrais partir dans 10 000 tangentes sur pourquoi, et cetera. Mais Mmh. ça, organisation papier en tout cas. Pour tout ce qui est prise de notes, j'utilise Rome Research, mais c'est parce que c'est Je un connais pas des. du tout. Tu connais pas? C'est Non. un outil de prise de notes avec du bidirectionnel. C'est un peu comme Logseq et Obsidian au final. Mmh. Mais j'utilise ça parce que quand c'est sorti, quand ça commençait à devenir assez hype comme sujet, le fait de se créer un second cerveau, etc. Je crois que c'était Mmh. aux alentours de 2019, quelque chose comme ça. Mmh. Mmh. Moi, je me suis fait coacher par un des pionniers en France à avoir parlé de ça, et je me suis mis sur ce logiciel-là. Et depuis, j'ai toute ma base de données, donc juste la flemme de switcher, en fait, Ouais. tu vois. Ah, je suis d'accord. Euh, Surtout si ça marche, en fait, ouais, ouais, complètement. Et franchement, c'est les deux seuls trucs que j'utilise. Toute la productivité, à la fois les habitudes, les trackers, tout ça, c'est sur mmh. papier, dans le bon vieux Mmh. cahier d'école de sixième. Ouais. Et toutes les notes, tout ce qui est knowledge, notes de lecture, tout ça, c'est Roam. Et après, Google Doc pour toute la partie rédaction et création. Ouais. OK. OK. Clair et net. Bah, écoute, cette interview touche à son terme. J'espère que tu as passé un moment. En tout cas, moi, c'était super cool de discuter avec toi. On a brassé quand même pas mal de sujets, finalement. Je pense qu'il y a eu vraiment, beaucoup de valeur, dans cette vidéo, pour les férus de l'organisation et de la productivité.
Bah écoute, je sais pas, alors je mettrai des liens bien sûr quand la vidéo sortira, enfin sur les différentes plateformes, mais où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que tu produis du contenu en ce moment ou à terme, comment on te Ouais, suit? euh, chaîne YouTube Egon Liberge, un podcast par semaine autour des sujets de dev perso, outils pour être productif, pour dev perso fonctionnel, j'aime bien l'appeler comme ça. Faut que je réfléchis à la Mhm. catégorie, mais un podcast par semaine. Et, et à terme, je lancerai des emails et ça, ce sera sur mon site, mais egonliberge.com. Là, tout de suite, sur la chaîne YouTube. C'est là qu'on pourra m'en trouver, qu'il y aura toutes les news. Ouais. Ok. Et du coup, bon, même du coup là à terme, tu veux trouver plutôt un job sérieux. Du coup, si potentiellement un recruteur ou quelqu'un intéressé peut-être par les services de freelance regarde ce podcast qui veut faire appel à toi, comment est-ce qu'il te contacte via ton site web directement? Via le site web, il y a un formulaire de contact sur LinkedIn aussi, sur Facebook. Voilà, je répondrai dans les 24 heures. J'essaie de checker mes mails, mais ouais, Multicanaux. ça pourrait être cool s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'un bras droit en marketing ou en copywriting ou en action, avec plaisir. Ah, ouais, ouais, bah écoute, on sait jamais, hein. Ouais. Faut toujours faire. Yes. Top. Eh ben, merci beaucoup, Egon. C'était un plaisir de t'avoir. Et voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans les semaines à venir pour plus de contenu autour de la gestion du temps et l'organisation. Merci à Salut. toi. C'était super agréable d'avoir cette conversation avec toi. Bah écoute, pareil. Et en vrai, si semaine prochaine tu restes un petit peu à Paris et tout ça, ce sera avec plaisir que je t'offrirai une pinte dans un endroit cool à Paris. Yes, grave.